d'euros lâchés par Emmanuel Macron en décembre. Du coup, chaque jour voit surgir l'hypothèse d'un nouvel impôt. On en a parlé. Un jour, c'est la taxe d'habitation. L'autre, une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Ou le retour de l'ISF. Pourquoi pas un alourdissement des droits de succession. Bref, faire payer les riches sera sans doute l'un des refrains du grand débat. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, était ce matin l'invité du talk d'Yves Tréhard. On l'écoute et puis on en parle. Parmi ce qu'on pourrait qualifier d'invariant du débat, en tout cas de ligne rouge, que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement sous leur autorité ne veulent pas franchir, et que je crois les Français ne veulent pas franchir non plus, c'est l'augmentation des impôts. Au contraire, il faut rendre du pouvoir d'achat. Une ligne rouge, nous dit Olivier Dussopt. Vous y croyez, Marc Landré ? Oui, parce qu'après, tout est dans les mots et dans la nuance des mots. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour quelque catégorie que ce soit. Il se trouve qu'en l'occurrence, la question qui est posée là sur la fiscalité n'est pas l'augmentation des impôts. Vous avez personne qui va vous dire « je suis pour l'augmentation des impôts », que ce soit autour de cette table ou parmi les Français. Les gens sont pour la baisse des impôts. Et même quand on leur fait des baisses d'impôts, ils considèrent que ce n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'on a rendu 7 milliards de pouvoir d'achat par des baisses de prélèvements aux Français en novembre. Ils considèrent que les impôts ont augmenté et que leur pouvoir d'achat également. Non, là, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle les riches, parce que c'est eux qui sont visés. Et d'ailleurs, les gilets jaunes sur les ronds-points, leurs revendications, elles ne portent pas sur l'augmentation de leurs taxes à eux. Non, c'est sur les taxes de ceux dont ils estiment qu'ils n'en ont pas ou pas assez. Donc, ils voudraient plus. Donc effectivement, là, c'est la boîte de Pandore, c'est le concours Lépine de qui a la meilleure idée pour aller taxer les riches, et ce, pour éviter de revenir à une époque où on leur coupait la tête sur la place publique. Donc tout le monde y va, y compris au sein de la majorité. Vous avez au sein de la majorité, et pourquoi pas, à la limite, c'est un débat, donc on a le droit d'en débattre, d'avoir des propositions, de se dire pourquoi on ne réformerait pas l'imposition sur le revenu, dont on sait qu'en France, qu'elle ne concerne que 43% des foyers fiscaux, qu'elle est mitée par des niches qui en plombent le rendement, qu'elle est moins importante que dans les pays étrangers, et donc du coup, pourquoi on ne ferait pas en sorte que tout le monde paye un peu d'impôt sur le revenu? C'est Bénédicte Perrol, qui est une des têtes de file, chef de file de la majorité parlementaire, qui dit « Moi, je suis pour qu'on réforme le système des impôts sur le revenu, qu'on en paye dès le premier euro, ce qui pourrait être facilité d'ailleurs avec le prélèvement à la source. Parce que ce qui empêchait de le faire jusqu'à présent, c'est qu'il fallait aller chercher l'impôt. Et quand vous, physiquement, vous allez chercher l'impôt... C'est plus cher d'aller chercher l'impôt pour peu que ça réporte. Et en plus, c'est déjà fait, parce que je précise que pour la CSG, sauf pour quelques minoritaires que sont les retraités, la CSG, elle est prélevée au premier impôt gagné ou rentier, je dirais, quelque part. Jackie Isabello, sur ce point et sur cette contradiction qu'on a souvent soulevée des Gilets jaunes qui disent plus de services publics mais moins d'impôts. Oui, très rapidement, comme je le disais tout à l'heure, on n'échappera pas à ce grand débat et si ça peut enfin le lancer, comme il a fallu lancer le débat sur la retraite il y a très longtemps, parce que qui peut aujourd'hui nous expliquer ce que le consentement à l'impôt originel veut encore dire aujourd'hui? C'est-à-dire que, ok, très bien, je veux bien pas de taxes supplémentaires sans représentation, mais concrètement, ce grand slogan qui a été à l'origine de ça, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Donc il faut revenir là-dessus, c'est assez insupportable. Après, sur les postures du gouvernement, rappelons-nous quand même que l'année dernière, ou il y a 18 mois, à la même époque, lorsqu'un ministre avait laissé entendre qu'il y aurait peut-être une légère augmentation d'impôts, il s'était fait trancher les deux talons d'Achille. Et la révolte des Gilets jaunes a quand même eu lieu sur des augmentations de taxes dites en faveur de la transition écologique. Donc la cohérence dans ce domaine-là du gouvernement, elle est quand même pas spectaculaire. Et puis comment le gouvernement va résoudre cette quadrature du cercle, de dire c'est bien, plus de services publics, mais il a quand même promis... C'était combien? Moins 120 000 emplois publics durant le quinquennat. Donc c'est vrai que cette équation-là, je n'ai pas fait énormément de mathématiques, je ne pourrais pas l'aider, mais elle va être très très difficile à aider. Et puis juste un dernier point, souvent, quand on débat avec certains représentants politiques, ils disent « Ah oui, mais moins d'emplois publics, c'est moins d'infirmières ». On leur dit toujours « Attention ». Les gens ne vous demandent pas moins d'infirmières. Ce qu'ils vous demandent, c'est moins de salaire à 15 000 € à la tête d'une organisation de 10 personnes. Ça, je pense que les Français sont d'accord pour réduire un peu ce genre d'emploi public. Il y en a encore pas mal et ça ne concerne ni les pompiers, ni les infirmières, ni les médecins. Et d'ailleurs, dans les 120 000 suppressions de postes promis par Emmanuel Macron sur le quinquennat, ça concerne deux fonctions publiques, la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, mais pas du tout celle au milieu qui est hospitalière, et donc les infirmières. Exactement. Alors Laurent Wauquiez qui donnait ce matin une interview aux Échos, il
dit, il répète, il faut un Big Bang fiscal. Et qui dit économie dans la dépense publique ne dit pas forcément... c'est possible, il y a des pistes, il les évoque. Là-dessus, Olivier Ravanello, il y a possiblement des économies à faire et il est temps de les faire. Avant d'avoir des débats un peu pointus sur où on met ou pas, moi je suis frappé de voir à quel point depuis 2 mois, tout le monde parle d'impôts et en fait le niveau de connaissance moyen de la façon dont est utilisé l'argent public est extrêmement faible. Je pense que s'il y a un débat, profitons-en pour avoir véritablement un débat sur l'impôt au sens large et sur sa répartition. Quand je dis l'impôt au sens large, c'est l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt sur le capital, c'est l'impôt sur le revenu et c'est l'impôt sur la consommation, parce que la première source de revenus de l'État, ça reste la TVA quand même. Et donc d'avoir une sorte de réflexion. Que tout le monde paye. Quand aujourd'hui vous payez 1 000 euros via l'impôt sur le revenu, il y a 110 euros à peu près, un peu plus de 10%, qui vont à la solidarité. Ce que montrent les Gilets jaunes, c'est un problème de redistribution vers les fonctions de l'État qui soutiennent la solidarité, parce qu'il y a une fracture sociale. Très bien. Il y a encore plus d'argent qui est simplement attribué au remboursement des intérêts de la dette. Quand on réfléchit et quand, en général, on pose la question du poids de l'État dans la société, en se disant qu'il faudrait que l'État fasse moins de choses, ce sont les libéraux qui posent cette question, parce qu'il y a une appréhension idéologique et le fait que l'État doit faire le minimum. Ce serait peut-être le moment de se dire, on peut avoir une approche sociale libérale de la question en se disant, on peut être d'accord sur redéfinissant le périmètre de l'État pour qu'il fasse moins et que cet argent qu'on va économiser, on puisse le mettre justement sur des questions de solidarité. On pourrait s'interroger sur la TVA. Pourquoi ne pas redonner du pouvoir d'achat aux plus faibles en élargissant le taux de TVA minimum qui est sur les produits de première nécessité. Et par exemple, d'augmenter la TVA sur le dernier iPhone ou sur les produits de haute technologie. Moi, ça ne me dérangerait pas. Il n'y a pas de débat sur comment est-ce qu'on ventile la TVA. Il n'y a pas de débat sur comment on fait pour que l'impôt soit plus juste. Moi, ce qui me frappe sur les ronds-points, c'est que vous avez des chefs d'entreprise qui disent on est trop taxé. Il y a encore quelques années, le discours d'un chef d'entreprise qui disait on est trop taxé, c'était pour dire j'arrive pas à être suffisamment compétitif, j'arrive pas à être suffisamment rentable. Aujourd'hui, ce que vous entendez, c'est des gens qui sont épuisés et qui disent ça vaut même plus le coup de porter une entreprise. C'est plus possible de porter une boîte parce qu'à la fin, il ne reste plus rien, même pour nous faire vivre, et que c'est tellement d'énergie que même nous, on pourrait mettre un gilet jaune et qu'en fait, on en a marre. Donc il y a au fond un problème, me semble-t-il, de répartition de l'impôt et que cette crise qu'on est en train de vivre, c'est une crise de la redistribution de l'impôt. Avant de se dire est-ce qu'il en faut plus ou est-ce qu'il en faut moins. Moins, c'est mieux. Et surtout de se dire comment est-ce de faire des choix sur la répartition. Guilmiel, un mot là-dessus et vous nous laissez aussi le temps de parler de Tintin. Pour les poids de l'État, juste 2 remarques, et on voit ça aussi dans votre sondage par rapport à la fatigue, les gens sont las. Oui, etc. Vous faites bien de le rappeler, parce qu'on peut remettre le tableau, c'était les 3 mots-clés. Je vous interromps une demi-seconde. Les 3 mots-clés qui réapparaissaient dans notre sondage, qui arrivaient en tête, c'était, pas notre sondage, l'enquête du Cevipof, lassitude, morosité, méfiance. En termes d'impôts, on paye pour ensuite au Ritz et on a en Formule 1. Voilà. C'est-à-dire on a un petit hôtel dans la zone artisanale à la sortie d'une petite ville. C'est ça. Même si à l'hôpital, une fois vous êtes sur le billard, il y a d'excellents médecins autour de vous, les restes, ce n'est pas génial. Ce n'est pas sympa, ce n'est pas génial, ce n'est pas convivial, etc. L'État, très souvent, s'il n'est pas bête, il est quand même méchant. Il y a le sentiment que face à vous, les gens ne comprennent pas ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui ne va pas et l'État n'est pas très, très, très différent des call centers quand vous essayez d'échanger de fournisseurs d'accès à Internet. C'est très difficile d'échanger ça en France. C'est très difficile de se désabonner de quelque chose. Et dans le privé, il y a une continuité entre le privé et l'État. Beaucoup de choses sont chiants, pas sympas, pas intelligents. Voilà. Et on paye très, 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 très cher. Très, très cher. C'est surtout ça. Si un hôpital en France était comme en Suède ou en Norvège, je dis, bon là, on paye beaucoup, mais regardez, c'est magnifique. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous, l'État n'est pas... Et très souvent, on se bat. C'est pourquoi la lassitude, la morosité et la méfiance. Alors, on est tout le temps en train de se battre pour rien, pour des choses qui
On a droit à ça. Quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se rassure. On se console. Ça dépend Ouais, avec on se qui- rassure, ça- franchement. ça- ça Sur la dépend- santé, je pense qu'on se rassure. hein. Ça dépend avec qui on se compare. Toujours quelques réactions au propos des impôts. Cette histoire de débat va être un gros prétexte pour augmenter les impôts à la demande des gens, alors qu'au départ, on était contre les taxes, nous dit Elan. Et R34, s'il y a une dette, n'est-ce pas aussi parce qu'il y a trop de cadeaux, il y a eu trop de cadeaux dans le passé. Eh bien, on va pouvoir parler de Tintin. Alors, Tonnerre de Brest, il fête ses 90 ans. C'est le titre de notre page consacrée ce matin au héros d'Hergé. Effectivement, le Globetrotter est né le 10 janvier 1929 dans les pages du Petit 20e. C'était ce quotidien belge.